Imaginez un instant un dossier de demande de prêt commercial de 200 pages. Ouais, un bon gros pavé bien complexe. Exactement. Et ça se passe dans une banque au Vietnam. À l'heure actuelle, demander à une intelligence artificielle de lire tout ça, ça prend quelques secondes. C'est déjà impressionnant. C'est clair. Mais que se passe-t-il si 5 agents IA différents doivent travailler dessus en même temps? Attends, tu veux dire plusieurs IA spécialisées? C'est ça. Genre un chercheur, un évaluateur de risque, un auditeur, un rédacteur et un superviseur. Tous doivent lire, analyser et vérifier ce même document à la milliseconde près en se coordonnant en temps réel. Ah oui, le niveau de complexité n'est plus du tout le même là. Et la réponse à cette situation, elle est brutale. La puce informatique la plus puissante et la plus chère au monde, le fameux H100 de Nvidia, elle s'étouffe instantanément. Elle plante carrément. Et c'est exactement pour cela que l'année 2026 marque un vrai point de bascule technologique. Ouais, on entre dans une nouvelle ère. Tout à fait. L'inférence, donc l'utilisation quotidienne de l'IA en production pour répondre à de vraies requêtes commerciales, ça a officiellement dépassé l'entraînement des modèles. Et ça, en termes de consommation mondiale de calcul. Donc le marché a basculé. Voilà, on est passé du laboratoire de recherche vers le monde réel. Et ce monde réel exige un travail d'équipe que nos machines actuelles ne savent tout simplement pas gérer. Et c'est justement le point de départ de notre analyse en profondeur d'aujourd'hui. Ouais, on a pas mal de choses à creuser. Pour comprendre ce qui se joue vraiment en coulisses, on a mis la main sur une pile de documents assez fascinante. Des mémos d'ingénierie interne, des pitchs stratégiques et même des feuilles de route techniques d'une entreprise nommée Cortexpod. C'est une mine d'or ces documents. Carrément. La mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette start-up a pris une décision qui, sur le papier, semble complètement folle. Construire une toute nouvelle puce d'IA en partant de zéro. Voilà, le Cortex Chip, en tournant délibérément le dos au quasi-monopole de Nvidia. Ce qui est très audacieux, voire suicidaire pour certains. C'est ça. Et surtout, on va voir comment la géopolitique asiatique force littéralement cette révolution matérielle. Et pour bien visualiser le concept de Cortex-Pod, il suffit de regarder leur identité visuelle. Ah oui, leur logo. Leur logo officiel n'est pas un banal circuit imprimé comme on en voit partout. C'est un cerveau, mais un cerveau fragmenté, composé de 6 lobes distincts. Et chaque lobe a une couleur différente, c'est bien ça, hein? Exactement. Bleu, vert, orange, violet, gris foncé et rouge. Et c'est pas juste pour faire joli. En fait, chaque lobe représente un type d'agent IA spécialisé. Un routeur, un chercheur, un rédacteur, un agent de conformité, un vérificateur de faits et un résumeur. Ils travaillent tous en parallèle. Voilà. C'est carrément le plan d'architecture de leur puce. Ok, décortiquons ça. Parce que ces 6 lobes séparés, ça illustre parfaitement notre premier grand changement de paradigme. Le passage au travail d'équipe. Exactement. On passe de ce qu'on pourrait appeler l'oracle solitaire au réseau d'agents. Et c'est là que le bas blesse, parce que le matériel informatique n'a tout simplement pas suivi la théorie logicielle. Qu'est-ce que t'entends par là? En 2023, la norme, c'était un grand modèle linguistique unique. On posait une question, l'IA réfléchissait, et paf, elle recrachait une réponse. Le modèle de l'oracle, en somme. C'est ça. Et les cartes graphiques, les GPU classiques, elles étaient parfaites pour ça. Mais aujourd'hui, en 2026, la norme en entreprise, c'est le maillage d'agents, ou agents mesh en anglais. Et c'est là que l'exemple de la banque vietnamienne qu'on a trouvé dans les mémos prend tout son sens. Ouais, c'est l'illustration parfaite. Parce qu'on ne confie plus une tâche critique à une seule entité, c'est devenu une véritable chaîne de montage intellectuel. Chacun son job. Exactement. Le premier agent, le chercheur, parcourt les 200 pages pour extraire les données financières. Et dès qu'il trouve un chiffre clé, il ne le garde pas pour plus tard, il le transmet en temps réel à l'évaluateur de risque. En temps réel, c'est le mot-clé ici. Ouais. L'évaluateur croise instantanément cette donnée avec des bases externes, puis il alerte l'auditeur de conformité. Ce dernier vérifie la légalité selon les lois locales et en bout de chaîne, un rédacteur de synthèse compile le tout. Et tous ces agents spécialisés travaillent simultanément sur le même fichier. Ils s'échangent des téraoctets de contexte en permanence. C'est une sacrée coordination. Mais oui, chaque agent a sa propre mémoire, son propre état d'avancement, mais ils doivent collaborer sans le moindre décalage. Pour faire une analogie, c'est comme passer d'un génie solitaire enfermé dans une pièce, à qui l'on glisse des questions sous la porte une par une. Ouais, ça c'était avant. Et maintenant, on passe à une équipe ultra coordonnée de spécialistes qui travaillent activement autour de la même table. Et ils s'arrachent les dossiers des mains à la seconde où ils trouvent une info. C'est une excellente image. Comprendre ça, ça permet à ceux qui nous écoutent de saisir pourquoi leurs applications d'IA actuelles semblent souvent lentes ou super coûteuses. Parce que le matériel actuel n'a pas été conçu pour le travail d'équipe.
C'est le goulot d'étranglement dont on parlait au début avec le H100. Ouais. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas un problème de puissance de calcul. Les GPU ont une puissance phénoménale. Alors c'est quoi le vrai souci alors? C'est l'architecture de la mémoire. Le design même du H100 s'effondre face à un réseau d'agents, par un simple effet domino de contraintes physiques. Le premier domino qui tombe, selon les documents de Cortex-Pod, c'est la capacité de contexte. Exact. Les mémos expliquent que le H100 ne peut gérer qu'environ 8 contextes simultanés avant de devoir faire des échanges en mémoire. Et ça ralentit tout. Et le Cortex chip, il en vise combien? Il vise 256 contextes simultanés. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Mais au-delà de ça, en lisant ces documents, on voit bien que le transfert de données entre ces agents, c'est le vrai cauchemar. Ça, c'est notre deuxième domino, la latence de transfert. Pourquoi c'est si lent? Parce que quand l'agent chercheur veut passer une info à l'agent auditeur, la donnée ne traverse pas magiquement la puce. Elle doit faire un détour, c'est ça? Un énorme détour. Elle sort du processeur graphique, traverse les couches logicielles, descend sur le bus PCIe, c'est l'autoroute physique de la carte mère, remonte dans la mémoire de l'ordinateur, puis refait le chemin inverse. Juste pour parler à son voisin de palier. Et ça prend combien de temps ce trajet? Entre 50 et 200 millisecondes sur un H100. Bon, 200 millisecondes, à l'échelle humaine, ça a l'air rapide. Ouais, mais pour une pipeline d'IA avec, mettons, 10 échanges constants entre agents, tu perds jusqu'à 2 secondes complètes. Et ça, c'est juste le transport, avant même d'avoir généré le moindre mot. Ah ouais, c'est énorme. Et ça nous amène au troisième problème, la redondance de calcul. Si je comprends bien, comme le transfert est trop lent, le système essaie de tricher. Absolument. Il force chaque agent à calculer et à stocker sa propre copie de la mémoire à court terme, ce fameux cache KV. Donc, si 4 agents lisent notre document de 200 pages, Le GPU calcule le cache KV 4 fois. c'est dingue. Et les chiffres dans le mémo font froid dans le dos. Pour ce document, ça représente 84 gigaoctets de mémoire occupée. Et sur ça, 63 gigaoctets sont de purs doublons. Un gaspillage total. C'est clair. Mais là, il y a un truc qui me chiffonne. Quoi donc? Nvidia, c'est une entreprise massive. Ils ont une armée d'ingénieurs et un écosystème logiciel de folie avec CUDA. Ne peuvent-ils pas simplement régler ça avec une grosse mise à jour logicielle? C'est la réaction logique. Mais non, le logiciel ne peut pas réparer un défaut physique. Et Nvidia l'a même avoué à demi-mot. Ah bon? Quand ça? À leur conférence GTC en 2026, ils ont annoncé un système appelé Dynamo OS. Et ça fait quoi? Pour faire tourner des agents complexes, ils ont physiquement séparé les tâches. Des puces Vera Rubin pour le contexte et des Groq LPI pour la génération. Donc ils admettent que le pipeline d'un seul GPU classique est brisé pour ces usages. Exactement. Aucune mise à jour logicielle ne peut raccourcir la distance physique sur une carte mère. Ce qui nous pousse à regarder de près la solution de Cortex-Pod. Puisque le logiciel ne peut pas le régler, comment le Cortex Chip s'y prend au niveau du silicium? C'est là qu'entre en jeu leur arme secrète. Un bloc matériel dédié qu'ils appellent le CMFC. Cortex Mesh Fabric Controller. Voilà, c'est un bloc gravé directement sur la puce qui gère les échanges, un vrai routeur interne. Et ça réduit la latence à combien? On passe de 200 millisecondes à moins de 2 millisecondes. C'est 100 fois plus rapide. Et pour le problème de la mémoire gaspillée, les fameux 63 gigaoctets de doublons. Le CMFC introduit la lecture partagée du cache KV. C'est magique. Le document est ingéré et créé une seule fois. Et les 4 agents viennent le lire au même endroit. Exact. La consommation mémoire passe de 84 gigaoctets à seulement 21 gigaoctets. Donc on élimine 75% des calculs redondants. Bam, automatiquement au niveau matériel. C'est brillant. Mais en fouillant dans les spécifications, on voit des choix techniques assez surprenants, hein, Ouais, j'ai vu ça. Déjà, ils ciblent une consommation de 300 watts, contre 700 watts pour le H100. ce qui est super efficace. Mais pour la mémoire, ils n'utilisent pas la HBM3 ultra rapide et très chère de Nvidia. Ils prennent de la GDDR7, qui est beaucoup plus standard. Avec une bande passante d'environ 1 teraoctet par seconde. Et surtout, ils forcent l'utilisation d'une compression matérielle très agressive, le format W4A8. Ouais, ça c'est un point délicat. Moi, ça m'inquiète un peu. Si on compresse autant les données, est-ce qu'on ne risque pas de rendre l'IA un peu stupide, de perdre en qualité? C'est le grand risque de la compression, oui. Arrondir les nombres, ça fait perdre de la nuance. Et dans la banque vietnamienne, une erreur d'arrondi sur un prêt, ça pardonne pas. C'est vrai. Mais Cortex-Pod a prévu le coup avec des registres d'assistance à la calibration. Et ça fonctionne comment? Ce sont des composants physiques qui corrigent les écarts mathématiques à la volée.
Et les tests sur le modèle Lama 3 à 70 milliards de paramètres sont rassurants. Ils ont mesuré la perte de qualité? Oui, la perte de précision n'est que de moins 1,4% à moins 1,8% par rapport au format haute qualité FP16. Bah, c'est minime. Pour du droit ou de la finance, c'est largement suffisant. Surtout quand on prend en compte le contexte global. Parce que ces choix techniques moins chers, ce n'est pas juste pour faire des économies. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce projet ne repose pas que sur la technologie, il est dicté par la géopolitique. Absolument. La stratégie Asia First. On parle beaucoup des contraintes d'exportation américaines dans les mémos. Oui, la règle de diffusion de l'IA de janvier 2025. C'est ce qui bloque l'envoi de GPU de pointe vers certains pays, c'est ça? En Asie, le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie. Ils sont limités à environ 50 000 GPU par an. À l'échelle d'un pays comme l'Inde, c'est ridicule. C'est un embargo de fait. C'est pour ça que Cortex Pod utilise un procédé de gravure de 12 nanomètres, ce qui est vieux pour l'industrie. Oui, le FinFET de Samsung ou GlobalFoundries. Mais l'avantage, c'est que ça ne nécessite pas les machines EUV ultra complexes. Exactement. Les machines EUV sont sous embargo américain. Et en 12 nanomètres, on évite aussi de dépendre du monopole de TSMC à Taïwan. Ils esquivent toutes les sanctions, c'est malin. Et en Asie, il y a un autre gros sujet, la souveraineté des données. Oh oui, les lois se durcissent. J'ai vu passer le décret Nigidin 13 au Vietnam, la loi DPDP en Inde ou les directives à Singapour. Toutes ces lois disent la même chose, les données sensibles restent au pays. Donc, pour notre banque vietnamienne, envoyer les données du prêt sur un cloud américain géré par des H100, c'est tout bonnement illégal. Ils doivent traiter ça en local. Et économiquement, ça change tout. Ah, les chiffres sont fous. Équiper un maillage de 256 agents en local avec des puces NVIDIA H100, Ça coûterait près de 960 000 $. presque 1 million, alors qu'un seul Cortex chip, ça coûterait combien? Environ 3 000 $. C'est un gouffre. Pour les startups asiatiques qui n'ont pas des levées de fonds infinies, c'est une question de survie financière. Complètement. Et cela soulève une question importante. Tout ça, c'est très beau sur le papier. Ouais, il faut revenir à la réalité. Actuellement, la puce n'existe pas. Elle n'est pas fondue. C'est juste un projet en phase de validation sur FPGA. Une carte Xilinx Alveo qui tourne à peine à 250 MHz. On est loin de la puce finale. Et ils cherchent 10 millions de dollars pour financer 18 mois de développement juste pour avoir une puce de test. C'est risqué. Très risqué. Et il y a un autre mur auquel ils vont se frotter. La fameuse gravité des talents dont parlent les mémos. Exactement. Tous les ingénieurs du monde sont formés sur CUDA, le langage de NVIDIA. C'est clair. Comment tu convaincs des experts, souvent très bien payés, d'apprendre un tout nouveau langage pour une puce qui n'existe même pas physiquement? C'est un pari monumental. Et techniquement, l'architecture elle-même pourrait vieillir trop vite. Tu penses à la bande passante de la GDDR7? Ouais, ça pourrait créer un mur insurmontable pour les très gros modèles, de 70 milliards de paramètres ou plus. Et puis, si l'IA change de forme, le Cortex chip est optimisé pour les Transformers, avec la gestion du cache KV. Voilà. Et si demain tout le monde passe aux State Space Models ou aux Mixture of Experts? L'avantage du Cortex chip s'évapore direct. C'est le danger de graver un concept dans le silicium. Alors, en attendant cette puce, comment Cortex Pod survit pendant ces 18 mois? J'ai lu qu'ils ont une stratégie d'attente assez rusée. Très rusé. Il déploie une plateforme logicielle cloud un peu à la Flight au point. Et le truc fou, c'est que ça tourne sur des GPU normaux, donc des NVIDIA. Oui, l'idée c'est de capter les clients tout de suite et surtout de collecter de la télémétrie. Ils observent le comportement des agents IA en temps réel. Exact. Ils récupèrent les données sur la façon dont les agents communiquent et s'en servent pour peaufiner le design de leur futur Cortex chip. Et quand la puce sera prête, bam, ils basculent tout le monde de manière transparente. C'est le plan. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre audience, les gens qui déploient de l'IA au quotidien? Eh bien, ça montre que l'ère de l'IA vue comme un oracle unique est bel et bien révolue. L'avenir appartient aux équipes d'IA spécialisées. Et Cortex Pod parie que l'architecture matérielle actuelle doit être totalement repensée, sous la pression conjointe des limites physiques et de la géopolitique asiatique. C'est une vraie révolution matérielle qui se prépare. Et d'ailleurs, si on pousse la réflexion un peu plus loin, il y a une dimension conceptuelle vraiment fascinante là-dedans. Ah oui, dis-moi. Repense au logo de Cortex Pod, le cerveau divisé en petits lobes. Si l'intelligence artificielle n'émerge plus d'un cerveau unique et massif, mais de la connexion entre plusieurs petits agents, Ça ressemble énormément à l'évolution biologique du cerveau humain, en fait. exactement, les différentes zones du cerveau humain qui communiquent entre elles. Et ça pose une vraie question pour l'avenir.
À mesure que les IA deviennent des collectifs ultra rapides qui se synchronisent en quelques millisecondes, Le rôle de l'humain va changer. complètement. Notre rôle ne sera plus de parler à l'IA ou de rédiger le bon prompt. Notre rôle sera de concevoir la sociologie et la hiérarchie de ces sociétés d'algorithmes. Décider qui parle à qui valide quoi, Voilà, nous devenons les architectes de ces collectifs. c'est une pensée incroyable sur laquelle terminer. Devenir les architectes d'une société d'algorithmes. Un point de réflexion majeur à creuser pour toute personne impliquée dans la conception des systèmes de demain. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration en profondeur et à très bientôt pour une nouvelle analyse.